Alors, combien de temps? Une vingtaine de minutes, hein, c'est ça? Tout d'abord, je m'excuse pour la qualité de la présentation, mais on était en conseil d'institut ce matin et ça a duré, il ne nous a pas laissé le temps de fignoler les présentations comme c'était prévu à midi et 2. Donc je vais vous parler en fait, pas vraiment la commande, c'était de parler du projet qui était financé cette année dans Agorantique, mais c'est une toute petite brique, ce projet, d'un truc qui est beaucoup plus grand. Donc pour que ça ait un intérêt, je l'espère, pour ceux qui sont là, je représente le projet dans l'ensemble et je viendrai la petite brique à la fin. Donc c'est des projets qui travaillent sur le projet général, il s'appelle Optidance, c'est comment on peut arriver à avoir des villes plus durables, plus lentes, parce qu'elles permettent des déplacements autrement qu'en voiture, mais aussi accessibles, et je vais expliquer ça. Et le projet de financier cette année, avec Sérine qui vient d'arriver, et qui a été réalisé une partie par Jean-Christophe Mounier, qui est un étudiant du LIA, ça s'appelait Urbanor. Donc c'était une amélioration de quelque chose qu'on a fait depuis des années. Tout change, les gouvernements bientôt. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas quasiment depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est le budget temps de déplacement. C'est une moyenne, mais depuis le début, l'homme se déplace environ 1h30 par jour. C'est la conjecture dit de sa vie. La différence, c'est qu'on va, avec l'histoire de l'humanité, on allait de plus en plus vite. Les déplacements ont été de plus en plus rapides. Donc, puisqu'on va plus vite dans un temps constant, on peut aller plus loin. Et donc, le fait de pouvoir, en 1h30, aller plus loin, ça a donné ce qu'on appelle la ville du choix, c'est-à-dire la possibilité de choisir mon lieu de résidence, mon lieu de travail, où j'emmène les gamins à l'école et mon club de sport. Avant, j'étais contraint par la proximité, donc je mettais tout dans une proximité physique. Donc, on a eu plus de distanciation entre les lieux de vie, et c'est ce qu'on met derrière le vocable étalement urbain, périurbanisation. Une petite figure qui l'illustre, là vous avez la surface accessible en 30 minutes en moyenne en France depuis 1850 jusqu'à 2007 et avec les vitesses qui correspondent. Donc vous voyez qu'on a un rayon au début qui est de l'ordre de la ville médiévale. À pied on se déplaçait donc en 1h30 à 5 km/h, vous faites, enfin si vous faites l'aller-retour parce que vous rentrez chez vous, donc ça fait un rayon de 3 km, c'est le rayon des villes médiévales. Puis quand vous allez à 50, vous en avez un rayon de 25, c'est les villes d'aujourd'hui. Et vous avez une illustration de comment ça s'est matérialisé pour Avignon avec l'étalement urbain. La tache rouge, elle gagne sur les terrains agricoles, notamment. Alors, un petit chiffre pour l'avoir en tête, l'illustration de cette distanciation des lieux de vie. On est passé aujourd'hui en PACA, on est à 17 km par jour pour aller travailler, mais c'est 36 pour ceux qui travaillent en dehors de leur commune de résidence. Alors, on peut dire, pas tellement le problème, on se déplace, on a une voiture, mais les voitures, il faut les payer. Là, c'est un petit travail que j'ai fait avec l'agence d'urbanisme d'Avignon il y a quelques années avec nos étudiants du master géoterre. Vous avez le coût pour quelqu'un qui gagne le SMIC et qui se déplace comme la moyenne de sa commune en termes de déplacement, le coût annuel. Donc en gros, vous voyez, on consacre jusqu'à presque un tiers de son salaire pour payer la mobilité pour aller travailler. Donc, ça questionne un peu, outre tous les autres problèmes. La dépendance automobile, si j'ai étendu mes lieux de vie, je ne peux les joindre dans une proximité en temps dans mon budget d'1h30 que si je vais vite. Et la vitesse, elle est apportée par la voiture, ni par le vélo, ni par la marche, ni par le transport public qui n'est pas assez performant, ou alors simplement pour certaines liaisons. Donc c'est ce que Gabriel Lupuy, la dépendance automobile. Est-ce que vous êtes dépendant? On vous enlève votre voiture. Est-ce que vous pouvez faire votre programme dans la semaine? Si vous pouvez, vous n'êtes pas dépendant. Si vous ne pouvez pas faire ce que vous avez l'habitude de faire, vous êtes dépendant. Et avec cette dépendance, on a plus de kilomètres parcourus, plus de pollution, plus de bruit, plus de coûts, plus d'inégalités sociales pour tous les gens qui n'ont pas accès aux aménités de la ville, qui elles-mêmes ont suivi le mouvement et se sont étalées. Vous voulez aller au cinéma au Pontet, c'est très facile. Si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas parce que c'est impossible, vous ne pouvez pas rentrer une fois que le film est terminé. Donc la dépendance automobile, c'est un problème environnemental, économique, mais aussi d'exclusion des non-mobiles, en particulier les plus jeunes et les plus vieux. Donc, la solution, c'est un peu ce qui était présenté avant. On peut dire, c'est premièrement la solution qui vient à l'esprit en disant il y a un problème d'offre de transport, il faut agir sur l'offre de transport. On va faire des transports publics, du vélo, de la marche, du vélo électrique, tout ce que vous voulez. Oui, dans les zones centres, ce qu'on fait aujourd'hui, un peu près partout, quand on a de la densité. Après, c'est impossible parce que c'est trop coûteux. Et le transport public n'est pas compétitif. Vous n'accepterez pas de prendre le bus sur des distances à 30 km parce que vous allez perdre trop de temps et votre budget temps de transport va exploser. Donc,
l'amélioration de l'offre alternative à la voiture, c'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante, notamment dans les espaces les plus périphériques. La deuxième question, c'est ce qui vient d'être abordé, c'est le fameux densifier. Revenir à avant, revenir à la ville d'avant, la ville dense et compacte, en disant il faut arrêter aussi d'étaler parce que problème de biodiversité, consommation de sol agricole. Le problème, c'est que les gens, ils n'en veulent pas de la densité. Surtout les premiers périurbains. Si vous êtes allé en périphérie à 5 km de la ville et que vous aviez un beau champ d'oliviers devant chez vous, et on vous dit maintenant on va vous mettre un immeuble, alors que vous êtes venu chercher la nature, la proximité à la nature devant chez vous, vous n'allez pas être content. Et donc on a un refus général de la densité, enfin pas général, mais de la densité de population. La ville dense elle-même, elle pose des problèmes d'îlots de chaleur, comme ça a été dit, des problèmes de préservation de la biodiversité, des problèmes globalement de pression sur l'environnement. On a un problème d'offre de logement, en disant si on veut ramener tout le monde dans la ville dense, il faut les loger. Alors on peut monter en hauteur, on peut faire des immeubles, mais beaucoup d'endroits sont interdits, et Paris étant l'exemple. Et donc il y a un problème d'offre de logement et de nature. Est-ce que je vais avoir mes 3 chambres et de marché du logement? On a un spécialiste ici qui vous expliquera le cas échéant. Depuis peu, ça fait depuis une dizaine d'années, il y a un concept qui marche très très fort, qui s'appelle la ville du quart d'heure, développé par Carlos Moreno. Et c'est un truc qui est très ancien, ça date déjà des années 70 dans l'architecture américaine, c'est les Urban Village Group. Il n'a rien inventé, simplement, il a eu la bonne idée de dire c'est la ville du quart d'heure. C'est quoi le principe? C'est de dire, puisque personne ne dit vers quoi il faut tendre, il a dit, on va dire, il faut s'arranger pour que, où que vous soyez en ville, vous ayez tout à un quart d'heure de chez vous à pied ou au mieux, au pire, en transport public. Tout, ça veut dire votre logement, votre travail, la piscine, enfin tout ce qui fait le système de santé, etc. Et donc le but, il est évident, en disant si je remets tout à proximité comme c'était dans le temps, plus de facilité de faire de la marche du vélo, moins de pollution, moins de dépenses automobiles, moins de coûts, tout va être bien dans le meilleur des mondes. Donc la ville du quart d'heure, elle voit la ville comme une collection de petits villages, les plus autonomes possibles. C'est aussi la vision de Le Corbusier un temps. Alors, un grand succès. Paris, la deuxième campagne de Anne Hidalgo, elle était bâtie sur la ville du quart d'heure. Toronto, il y a Barcelone, il y a énormément de villes qui disent ça, c'est une super idée. Ça, l'avantage, c'est que c'est ultra simple à comprendre. On va tout vous remettre à proximité. Et puis c'est une alternative, on dit voilà vers quoi on veut tendre, donc, et c'est quelque chose qui est très porteur, donc il y a un grand succès. Le problème, c'est la question de la faisabilité. Alors, on a dit, je répète ce que je viens de dire un petit peu de façon différente, parce que j'en aurai besoin après, l'accessibilité, donc pouvoir accéder à la population, aux emplois, aux services, c'est le cœur même, l'essence même de la ville. L'accessibilité, c'est une fonction de où sont les choses, la densité et la vitesse des déplacements. Je peux accéder à 15 000 personnes, soit ils sont juste à côté de chez moi, c'était la ville dense, soit c'est parce que je vais très vite, mais s'ils sont loin, c'est pas grave, j'ai le même potentiel. Et donc, ma question ou notre question, c'est est-ce qu'on peut tout avoir comme l'huile non, je ne vais pas. Donc, est-ce qu'on peut tout avoir? On peut avoir un bon niveau d'accessibilité, mais sans la vitesse automobile, c'est-à-dire que ce n'est pas revenir à l'âge des cavernes en disant je veux avoir quelques habitants autour de chez moi, sans renoncer à l'essence même de la ville. Et l'essence même de la ville, c'est le fait de pouvoir interagir avec beaucoup d'individus nombreux et variés. C'est ce qu'on appelle le potentiel d'interaction sociale, ce que ne permet pas la ville du quart d'heure. Parce que la ville du quart d'heure, vous avez la position, elles sont là où elles sont. Si vous avez les gens à côté de chez vous, vous n'avez pas ce potentiel qui permet ce qu'on appelle l'émergence des économies d'agglomération, qui sont favorables à l'innovation. Alors, c'est un peu long à expliquer, mais la ville, c'est avant tout la possibilité de pouvoir interagir avec beaucoup de gens variés, ce qui est propice à l'innovation, à la productivité dans un deuxième temps. Revenir en arrière, avoir ce bon niveau d'accessibilité, donc sans vitesse, sans revenir sur ce que fait la ville, c'est-à-dire ce potentiel d'interaction, et puis sans trop de densité. Parce que sinon, on met une grande tour, on met tout le monde au milieu, puis c'est réglé. Mais le problème, c'est que la densité, elle est mal acceptée, elle a elle-même ses problèmes environnementaux. En gros, c'est comment on peut avoir une ville qui soit lente, parce qu'elle permettra de la concurrence des transports publics par rapport à la voiture, mais qui reste accessible. On ne veut pas renoncer à ce qu'on a aujourd'hui. Le modèle Optidence qu'on a développé il y a une dizaine d'années en collaboration avec le LIA, avec une première étudiante qui a dû soutenir en 2006 et puis qu'on a laissé un peu tomber et qu'on est revenu, pas l'étudiante, le modèle, c'est pour tester la possibilité de ville lente mais accessible. Alors, c'est quoi le gros avantage de ce modèle? C'est qu'il n'est pas un modèle justement qui regarde les choses statiquement, on considère en même temps la vitesse des déplacements et les localisations. Ce que
peu de modèles font. En général, les modèles de simulation, ils disent on améliore les routes, par exemple une rocade, et on regarde comment ça va changer les localisations des industries et des activités. Nous, on fait tout en même temps, on dit, et c'est le credo de ce logiciel, dis-moi ce que tu veux, quel niveau d'accessibilité, puis je te dirai si c'est possible et à quelle vitesse minimum des déplacements. J'insiste bien sur le côté minimum, parce qu'on veut trouver la vitesse la plus basse. Donc, dis-moi quel niveau d'accessibilité tu veux à la population. Je veux 15 000 personnes à 15 minutes. Quel niveau d'emploi? À quelle distance tu dois trouver la première école? À quelle distance tu veux être des bordures périphériques de nature, etc. Et puis après, le logiciel, il va relocaliser les aménités, donc population, emploi, tout ou partie, c'est nous qui décidons, et il va trouver les vitesses de déplacement minimum qui permettent de satisfaire toutes les exigences que l'on a. Donc, le modèle, je l'explique assez vite. On a une grille, donc un raster avec la population actuelle, la population, les emplois, les magasins, tout ce que vous voulez. On a une matrice de distance de cellule à cellule, soit en temps, soit en kilomètres. Ça dépend de ce qu'on veut travailler, si on veut travailler en temps ou en kilomètres. Ou avec le mode en voiture, en bus, en tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, on va spécifier en disant, voilà ce que je veux. Moi, je veux un tel niveau de potentiel d'interaction sociale. Je veux que, dans ma ville, je sois capable de joindre X personnes en X minutes. Ça, c'est pour garantir les économies d'agglomération, la rentabilité des villes, etc. On ne dit pas, on va revenir à des petits villages collés les uns aux autres. Je peux rajouter d'autres critères. Je veux tel niveau d'accès à l'emploi, X emploi à X minutes. On sait que, par exemple, l'accessibilité à l'emploi, c'est un indicateur direct du chômage. Si vous avez une mauvaise accessibilité à l'emploi, c'est directement corrélé au chômage. Je veux tel niveau de densité maximum. Je veux bien qu'on densifie autour de chez moi, mais pas au-delà de ça. Et le autour de chez moi, ce n'est pas juste la proximité, c'est je définis ce qu'on appelle une densité locale, un rayon. Par exemple, dans un rayon de 500 mètres autour de tel lieu, je ne veux pas plus que X population. Je veux aussi un niveau maximum de compacité. Alors c'est différent parce que la compacité, c'est la surface. Qu'est-ce que la surface bâtie occupe dans le sol? Je veux tel niveau maximum au minimum de population avant ou après relocalisation. Est-ce que je borde ce que peut faire le logiciel où je dis là, aujourd'hui, il y a 500 habitants, tu ne vas pas tout enlever, tu dois en laisser 200. Ou au contraire, tu ne dois pas en mettre plus que tant. Donc tout ça, c'est réglable. Et puis, je peux intégrer ou pas les plans d'aménagement. Je peux faire premier cas, je suis Dieu, j'ai le droit de tout relocaliser comme je veux. Deuxième cas, on dit non, là, c'est inconstructible parce qu'il y a des inondations. Là, tu as le droit de faire ci, là, tu as le droit de faire ça. Et donc, j'intègre ces contraintes d'aménagement qui sont les plans d'aujourd'hui. Et puis après, pour faire ça, il y a des petits paramètres, donc en disant combien chaque individu a de surface ou emploi, pour en mettre. Et puis, le ratio de mutation, c'est en disant, c'est le pourcentage de ce qui est relocalisable. Donne-moi la ville, tu me laisses 5% pour tout relocaliser, ou tu me donnes 50% ou 100%, tout ça, c'est paramétrable. Et donc, l'Optidance, il va chercher les configurations spatiales qui répondent à tous ces jeux de contraintes, en relocalisant, si besoin, les ressources, population, emploi, et en trouvant la vitesse minimum de déplacement nécessaire. Je laisserai Serigne, s'il veut dire un mot de comment ça se matérialise en termes d'optimisation. Donc, c'est un problème d'optimisation avec des variables binaires et continues. C'est codé en Julia, et puis avec le solver qui s'appelle Cflex. Pour retenir, c'est que Optidance, ça permet d'explorer les conditions de possibilité de territoires urbains qui soient lents mais accessibles. Lent parce que ça permet une mobilité plus durable à terme, mais on ne revient pas sur ce qui fait la quintessence de la ville. 2-3 petits résultats si ça vous amuse, mais je peux passer assez vite, je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Donc là, par exemple, on a avec Lyon et puis avec Nice. Alors vous avez les différentes catégories, donc 400 000 habitants, 450 à Lyon, ici dans l'aire d'études, 360 à Nice. Et puis on regarde par exemple le potentiel d'aujourd'hui en disant, si je prends aujourd'hui à Lyon, le potentiel moyen à 15 minutes, quand vous êtes un Lyonnais, ou que vous soyez en moyenne dans Lyon, vous avez accès à 345 000 habitants. Et pour une vitesse moyenne de 29 km/h. Si on dit à 5 minutes, là c'est en voiture, à 5 minutes on tombe à 40 000. Et donc si on disait aujourd'hui à Lyon, pour que tout le monde ait le même niveau de potentiel, c'est-à-dire les 345, parce que ça c'est une moyenne, il faudrait aller à 47 km/h plutôt qu'à 29. Et donc à 10 minutes, ce serait à 67 km/h. Donc tout ça c'est quoi? C'est pour montrer qu'avec ce logiciel, vous pouvez dire, dis-moi ce que tu veux, mais j'ai la vitesse qui va avec, j'ai les tenants et les aboutissants. Je ne peux pas dire, ah ben non,
moi, je ne veux pas de densité, je ne veux pas de mobilité automobile rapide, mais en même temps, je veux avoir accès à tout. On ne peut pas tout avoir. À un moment, on peut faire des simulations pour voir c'est quoi vos priorités en termes de préservation de l'environnement si on ne veut pas densifier ou si on ne veut pas s'étaler, en termes de vitesse des déplacements, en termes de est-ce que je dois revenir l'acceptabilité de mon seuil de densité, j'avais dit pas plus de 1000 habitants à l'hectare ou au kilomètre carré, j'accepte un peu plus pour avoir une ville plus durable. Donc c'est un instrument intéressant de négociation. Je passe les tableaux ici et on voit que par exemple à Lyon c'est beaucoup plus facile de tendre vers la ville du quart d'heure de Moreno aujourd'hui qu'à Nice, où il y a beaucoup plus de contraintes, notamment géographiques. Donc la ville du quart d'heure, là, on peut l'opérationnaliser en disant, par rapport, on ne reste pas dans la théorie comme Moreno, en disant, nous, on peut dire qu'est-ce qui est possible et à quelles conditions. Là, j'ai un autre exemple pour Carpentras, pour illustrer, c'était sur une zone, l'impact du ratio de mutation. Si on me dit, tu as le droit de tout changer, je vois que pour un niveau de potentiel d'interaction sociale, SIP, c'est en anglais, donc donné, donc à 70 000 par exemple, si je dis plus la vitesse, plus le ratio de mutation, il est faible, plus je me mets de contraintes, j'ai que le droit de bouger 5% des choses, plus je satisfais les contraintes du modèle avec une vitesse élevée. Okay, donc là, et parfois, je peux montrer qu'il n'y a pas de solution. Alors, attendez, il est où? Je crois que je ne l'avais pas, mais il est parti le truc. Quand il y a des moments, si je dis je veux 5% de mutation, j'ai le droit de changer 5% des activités ou d'en rajouter X%, ça marche aussi. Mais je veux peut-être densité, des fois, ce n'est pas possible, on ne peut pas tout avoir. Donc on voit les tenants et les aboutissants. Quand j'ai donné les vitesses, c'est des vitesses moyennes. Je peux aussi le cartographier localement pour chaque cellule. Là, par exemple, pour faire des plans d'aménagement, si je dois faire une zone 30, si je dois faire réguler les vitesses, là, vous avez par exemple la population à gauche après la relocalisation et les vitesses qui sont demandées. Vous voyez qu'elles varient. Par exemple, là, c'est toujours sur Carpentras, selon peu importe le paramètre, mais de 28 à 60 km/h. Selon où je suis, je n'ai pas besoin le même besoin de vitesse. Donc ça peut orienter aussi les politiques soit de régulation des vitesses, soit d'offres de transport. Là, c'est l'impact de la densité locale. On a annoncé ici qu'il n'y avait pas de solution. En disant, moi, je ne veux pas densifier, c'est bien sur le principe, mais les gens, ils n'en veulent pas. Donc, soit on dit, c'est non négociable, c'est comme ça. Mais quand vous avez votre maison que vous avez achetée, que vous avez une belle vue et qu'on va vous construire autour, elle va perdre de la valeur. L'acceptabilité sociale, tout ça, ça pose plein de problèmes. Donc, en disant, si je veux... Plus j'accepte de densité forte, plus c'est facile au modèle de trouver une solution. Moins j'accepte une densité forte, plus c'est difficile. Puis parfois, il n'y a pas de solution, puisqu'on ne peut pas tout avoir, c'est comme je le disais tout à l'heure. Donc OptiDense, c'est un modèle pour explorer les conditions de possibilité de vie lente, mais qui restent accessibles. Alors ça, c'était pour exposer le projet en général. Jusqu'à présent, si je viens là, on relocalise des choses dans des cellules qui ont... 5 minutes, je serai pile dans le temps. Dans des cellules qui font, ça dépend du cas d'étude, 500 mètres par 500 mètres ou 200 mètres par 200 mètres. Par contre, on dit dans cette cellule, je mets X habitants. C'est là où le travail qui a été fait juste avant, il est à une autre échelle. On les met, mais on ne regarde pas trop comment ils sont disposés. Et on peut avoir des solutions qui sont un peu pas très cohérentes si on n'utilise pas les plans d'aménagement d'aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des formes urbaines qui soient par exemple très éclatées. Si j'ai des formes urbaines très éclatées, j'ai plus de réseaux. Réseau d'eau, réseau d'assainissement, réseau de route, enlèvement des ordures ménagères, tout ça, ça coûte très cher. Donc, on a rajouté dans Urbanor, le projet, là, des contraintes pour limiter, pour travailler sur l'optimisation de la forme globale, pas qu'à l'échelle des cellules, mais en disant, je veux éviter les formes les plus dispersées pour notamment limiter l'extension des réseaux. Et puis, on a aussi, surtout Sérigne et puis Jean-Christophe Mounier, travaillé on avait un problème d'optimisation pure pour des très grands cas d'études. Donc là, c'est comment on peut charger des gros jeux de données avec des grandes agglomérations et en décomposant, et c'est un modèle qui s'appelle multidense, mais c'est la même logique, mais décomposé localement.
Alors là, il y a par exemple, suite à, puisque c'était la commande, Urbanor, là, il y a eu une présentation dans une conférence à Copenhague cette année. Et puis, il y a un projet européen qu'on porte à l'UMR Espace, mais qui est porté par Nice, qui utilise le logiciel, donc qui est en cours. C'est un projet avec des Italiens, des Autrichiens, je sais même plus, des Suédois, des Français, donc un gros projet. Là, il y a une thèse qui vient de commencer avec une doctorante ici de géographie, avec le LabCom CNRS, le laboratoire commun qu'a mis en place le CNRS sur Aix-Marseille. C'est pas les laboratoires communs d'habitude, c'est CNRS et une entreprise. Là, c'est un territoire et le CNRS. Donc il y a une thèse, nous, de géo, mais il y a aussi une thèse de biologie, il y a une thèse de microclimato, je crois, c'est pour travailler sur la forme de Aix-Marseille. Parce que les formes urbaines sont un grand impensé. Dans les grandes métropoles, chaque commune a fait son plan d'aménagement, les post-ex-plans d'occupation du sol devenus PLU, mais il n'y a pas de coordination globale. Donc toutes les choses localement mises bout à bout, ça fait un truc qui peut être complètement nul pour des questions de biodiversité, de climat, de tout ce qu'on veut. Donc là, c'est avec la naissance de la métropole, c'est dézoomer et regarder l'optimisation de la forme globale. Et puis ensuite, on a, où j'ai déposé un projet PRME, ça s'appelle le projet de recherche monoéquipe à l'ANR, sur ces questions de lien entre optimisation et aménagement. Les potentiels, ils sont énormes en termes l'utilisation de l'optimisation dans l'aménagement. Il y a Rosa qui est ici, où on a un doctorant qui travaille aujourd'hui sur des questions de localisation des services publics. On a déjà fait une thèse avec Quentin Godeuil il y a 2 ans. Il y a eu la thèse avec Cérine sur le stationnement. Il y a des possibilités. La mobilisation, alors pas que mobiliser des méthodes existantes, c'est bien pluridisciplinaire, c'est pas interdisciplinaire, c'est bien ça. Parce que là, on est vraiment sur des questions, c'est pas simplement j'utilise les méthodes pour des problématiques, c'est qu'on co-conçoit les méthodes. Voilà, j'espère que ça a été à peu près clair. Super, merci beaucoup Cyril pour cette présentation très claire. J'ai l'impression d'être un peu dans les Sims presque. Ce sera peut-être une question que j'aurai tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Moi, du coup, j'en ai peut-être une rapide, parce que c'était ma remarque sur les Sims. J'espère que tu le prends pas mal, évidemment. Oui, voilà, c'est ça. C'est un truc, moi, je rêve de ça en utiliser pour faire des cours. C'est très bien. Pour faire de la pédagogie, c'est très bien. Mais du coup, je me demandais dans quelle mesure, parce qu'on voit, alors c'est un projet qui est à la fois ancien et récent, donc je ne sais pas précisément, mais est-ce que, parce que on sent que le projet, c'est aussi d'apporter une solution à des territoires, à des problématiques concrètes. Et du coup, je sais qu'à Avignon, il y a eu l'installation de zones à 30 km, par exemple. Ce que je veux dire, c'est est-ce que pour l'instant, vous en êtes à un stade de proposition de modèle, ou est-ce que vous avez déjà pu confronter en quelque sorte le modèle à ce qui s'est déjà réalisé, ou est-ce que peut-être il y a déjà des villes qui se sont appuyées d'ailleurs sur votre travail, ou des quartiers pour développer des choses. Est-ce que vous avez une vision de l'effectivité, la réalité du... En 2017, le projet a été sélectionné au niveau national. C'est Innovative SHS, c'est un concours du CNRS. C'est comment les SHS elles peuvent faire l'innovation aussi. Après, il y avait la possibilité avec l'ASAT, si vous connaissez toutes ces questions de valorisation. Le problème, c'est que c'est 140 jours de boulot par an. Je parle devant mes collègues, moi je leur laisse l'enseignement et puis je vais valoriser le truc. Alors après, on a une ex-étudiante qui dirigeait un gros bureau d'études qui s'appelle Citadia. Eux, ils étaient très intéressés, mais c'est trop compliqué pour un élu local. Enfin là, je suis allé un peu vite, mais il me dit super, simplifier. Et donc après, le problème, c'est que déjà faire comprendre qu'on ne cherche pas à maximiser l'accessibilité, c'est-à-dire à maximiser la vitesse des déplacements, mais au contraire, à la minimiser. Là, j'espère que vous avez compris, parce que j'ai sinon mes petits systèmes en réserve que je prends toujours. Il faut beaucoup de temps pour faire... Mais les gens, ils disent, mais non, moi, je veux aller le plus vite possible. Donc là, les questions de lien entre l'interaction, forme urbaine, vitesse, pratique des déplacements, durabilité, il faut déjà se poser 2 heures tranquillement, au moins, pour expliquer tout ça. Et donc, quand on est dans la pratique, si vous faites un SCOT, je ne sais pas si ça vous parle, un schéma de cohérence territoriale, là, ce qui est défini, il facture un bureau d'études 40 heures. S'il faut déjà 40 heures pour tout faire, le diagnostic, s'il faut déjà passer 3 heures à expliquer juste la logique du truc, donc c'est en fait trop, à ce stade-là,
pour un bureau d'études lambda, c'est trop compliqué. Par contre, là, on travaille avec la thèse de Rim Medaoui, là, qui commence avec la métropole Aix-Marseille, dans le cadre du LabCom, où les gens qui sont plus dans la stratégie, pas dans directement le terrain, ça vient dans un deuxième temps, mais en disant, cette métropole, vers quoi on va, c'est quoi la place de la mer, par exemple, c'est une des questions qui est une aménité naturelle très particulière à la métropole quand même, dans le fonctionnement de la métropole, c'est quoi qu'on doit préserver, qu'est-ce que ça peut faire. Donc là, oui, mais c'est une dimension, c'est pas pour faire le PLU. C'est trop compliqué pour faire le PLU. Super, merci pour ta réponse. D'autres, Eric? Il va bien marcher, là. Un, deux, oui, ça marche. Oui, non, alors c'est une question peut-être un petit peu générale, mais là, on voit les difficultés de faire évoluer des villes existantes, hein, mais est-ce qu'on peut utiliser ce logiciel pour éventuellement concevoir une ville nouvelle? Enfin, je pense au Caire, où carrément on a construit une ville à partir de rien, hein, d'un espace uniquement. Et est-ce que c'est envisageable? Et puis alors par rapport à tes questions de trame verte et trame bleue là tout à l'heure, si on les introduit là dans le modèle, elles y sont. C'est ce qu'a fait, c'était le projet Urbanor, là. Intégrer les contraintes de contiguïté. Alors c'était les formes de questions de formes éclatées, mais aussi dire que je vais par exemple maximiser la surface entre le bâti et les espaces naturels et maximiser la continuité des espaces naturels. Les trames vertes et bleues, c'est des questions de comment on fait pour que tout ce qui est vert et tout ce qui est bleu lié au marin soit le plus continu pour que les bestioles puissent se déplacer, se reproduire. Donc c'est intégrer dans le modèle des contraintes topologiques qu'il n'y avait pas. Donc c'est ce qu'a fait en partie Jean-Christophe Mounier. Voilà. Mais repartir de zéro, il suffit de dire que vous avez une ville de combien de milliers d'habitants? 300 000, je veux ça. 100% de degré de liberté dans l'installation, j'appuie et puis boum, vous l'avez la ville. C'est ce que on est en train de faire là, alors, soit sur des cas, une comparaison de ville, soit en partant justement de zéro en disant voilà qu'est-ce que ça donne. Alors pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant? Parce que justement ça a donné des formes trop éclatées si on ne mettait pas de contraintes sur le bâti. Donc les gens disent attendez, votre truc là, il y a des formes, c'est contraire à la logique de densification ou de minimisation des longueurs des réseaux. Donc il fallait qu'on ait la question de des continuités pour pouvoir faire ce genre de simulation, pour avoir quelque chose qui corresponde au modèle qu'on veut promouvoir, quoi. D'autres questions ou remarques? Quelle heure il est? 30. Et ben, je crois qu'il faut s'il n'y a pas d'autres questions, je ne veux pas couper la parole à quelqu'un. On va pouvoir passer du coup peut-être à la pause. Et voilà, à la pause. On va laisser la place à la pause. Merci beaucoup.